Bienvenue à cette réunion du Comité permanent du Conseil sur les stratégies et les politiques publiques. Alors, pour commencer, on a une première présentation sur l'organisme Our Horizon avec Mylène Chevary. Bonsoir, Madame Chevary. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bonjour, honorables membres du Conseil et invités distincts. Bonne soirée. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet écologique qui demande l'emplacement d'étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence. Mon nom est Mylène Chevary et je suis une des nombreuses adolescentes inquiétées par le changement climatique et ce qui sera son résultat pour ma génération et les générations futures. J'ai premièrement entendu parler de l'organisation Our Horizon à travers une amie d'une amie qui avait elle-même entrepris le projet dans sa communauté de West Vancouver. J'ai voulu en savoir plus à propos de ce projet que je trouvais si intriguant. J'ai donc fait des recherches et j'ai été inspirée par la simplicité et l'impact que celui-ci pourrait apporter. J'espère qu'il réussira à vous inspirer aussi. La solution qu'Our Horizon propose est de mettre des étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence. Ces étiquettes ont été développées par Robert Turkey, fondateur de l'organisation Our Horizon. Je pensais commencer cette présentation en dictant une tonne de faits au sujet du changement climatique. Comme des études récentes nous démontrent que pendant les 800 000 ans derniers, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 180 à 300 parties par million, et qu'aujourd'hui la concentration de dioxyde de carbone est 400 parties par million. Ou même que les scientifiques ont fait des études afin de déterminer combien de combustibles fossiles que l'on peut encore brûler avant que ce soit trop dangereux pour notre environnement d'en brûler d'autres, et qu'ils ont déterminé que ce nombre était 565 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui montrait la température de notre atmosphère de 2 degrés Celsius, et qu'ils ont même déterminé combien de combustibles fossiles qui restent encore dans la Terre à brûler, et qu'ils ont déterminé que ce nombre était 2795 gigatonnes de dioxyde de carbone, ce qui augmenterait la température de l'atmosphère de 5 à 6 degrés Celsius. Mais j'ai décidé de les omettre de ma présentation par peur de vous ennuyer avec toutes ces chiffres et ces statistiques, et pour ne pas m'attarder trop longtemps sur le problème, mais plutôt sur la solution. J'ai donc décidé, au lieu de simplement déclarer que le réchauffement climatique est un problème réel et qu'il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour sauver notre bel environnement. C'est ici qu'entrent les étiquettes d'avertissement. Ceci porte une illustration et un fait au sujet du réchauffement climatique. Nous pourrions les modifier à nos besoins puisque c'est seulement un prototype. Par exemple, les étiquettes seraient sûrement bilingues. Donc ici, nous avons un exemple à propos de l'extinction d'une espèce, ici à propos de l'acidification des océans, et ici à propos de la santé de l'enfant. Ici, nous avons un exemple de la pompe à essence. Donc l'étiquette serait placée au-dessus de la partie rouge qui s'appelle un nozzle talker, qui est une partie en caoutchouc qu'on glisse par-dessus la pompe à essence. Plusieurs pompes à essence ont déjà les nozzle talkers. Maintenant, parlons de comment les étiquettes pourront aider en ce qui concerne le changement climatique. Les étiquettes d'avertissement permettent de contrer 3 problèmes majeurs. Le premier est un problème d'aucune rétroaction. Permettez-moi de vous expliquer. Quand on va à une station-service et que nous mettons de l'essence dans nos voitures, il n'y a pas d'effet immédiat sur l'environnement. Donc, puisqu'il y a un délai entre cause et effet, nous sommes moins susceptibles d'agir. Laissez-moi vous donner un exemple pour mettre ceci en perspective. Si nous mettons notre main sur une poêle chaude, nous ressentirons une douleur vive et nous la retirons immédiatement. Il n'y a eu aucun délai entre cause et effet, donc nous avons réagi immédiatement. Par contre, si nous avons un projet à remettre dans une semaine, nous avons tendance à procrastiner jusqu'à la dernière minute, car les effets ne sont ressentis que plus tard. C'est la même chose qu'on fait avec le réchauffement climatique, mais nous n'avons plus le temps de procrastiner. Heureusement, il y a une solution. Si on illustre l'effet du changement climatique sur une étiquette que nous mettons sur la pompe à essence, ça crée un lien entre cause et effet. Le consommateur verra l'effet que ça aura sur l'environnement et sera beaucoup plus motivé d'agir ou de changer ses habitudes. Le deuxième problème majeur que ces étiquettes permettent de contrer est la diffusion de la responsabilité. C'est quand une responsabilité est partagée par plusieurs personnes, nous sommes moins susceptibles d'agir. Par exemple, s'il y a une personne qui tombe inconsciente dans une place publique et que je viens à son secours en commençant la RCA, je regarde ensuite la foule et je lui demande d'appeler le 911. Les individus de la foule sont moins susceptibles d'agir car ils assument que c'est la responsabilité d'une autre personne. Par contre, si je désigne une personne spécifique de la foule, cette personne agira sans délai car c'est maintenant sa responsabilité. Encore une fois, c'est la même chose avec le changement climatique.
Tout le monde conduit une seule voiture en pensant que ça ne changera rien. Donc, ils ne se sentent pas responsables. Mais quand tout le monde pense comme ça crée une grande différence. En plaçant les étiquettes sur les pompes à essence, nous mettons littéralement la responsabilité dans la paume des mains de chaque individu. Ceux-ci seront beaucoup plus motivés d'agir s'ils se sentent individuellement responsables pour les effets du changement climatique. Donc, ça localise la responsabilité. Le dernier problème majeur que ces étiquettes permettent de contrer est l'externalisation des coûts. Disons qu'un litre d'essence coûte, par exemple, 1,35 $ le litre. Puis je pense que c'est beaucoup moins que ça dernièrement. Là. Mais, ouais. Donc, ce coût comprend toutes les choses que l'essence a passées à travers avant de se rendre à toi. Ils l'ont extrait de la terre, ils l'ont transporté jusqu'aux stations-service. Puis, par contre, ce coût ne comprend pas toutes les réparations de dommages causés par le changement climatique. Par exemple, la réparation de dommages causés par les tempêtes ou l'adaptation des infrastructures côtières. Plusieurs économistes suggèrent qu'ils devraient. Mais nous suggérons quelque chose de différent. Au lieu de monter le coût de l'essence pour communiquer ces coûts supplémentaires et ultimement provoquer un changement, nous proposons un moyen beaucoup plus efficace. Les étiquettes illustrent des scènes pénibles de notre futur si nous continuons à émettre ces gaz toxiques dans l'environnement. Ceci convoque la partie émotionnelle de notre cerveau, qui est beaucoup plus susceptible d'apporter un changement que si nous montons le coût de l'essence de seulement quelques sous. Donc, ça communique les externalités. Et puis, il ne faudrait surtout pas oublier à quel point l'essence est une ressource inefficace. 80% de l'énergie produite par l'essence n'est pas utilisée par la voiture. Elle est immédiatement brûlée et relâchée dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que seulement 20% de l'essence que l'on met dans nos voitures est utilisée pour la faire avancer. De plus, seulement à peu près 4% de ce 20% est utilisé pour déplacer la personne qui est dans la voiture, tandis que 96% de ce 20% est utilisé seulement pour faire avancer la voiture elle-même. Ce qui veut dire qu'un peu moins de 1% de l'essence du départ est utilisé pour déplacer la personne de point A à point B. C'est du vrai gaspillage de cette ressource. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que le but des étiquettes n'est pas de demander aux gens d'arrêter complètement du jour au lendemain d'utiliser leur voiture. C'est de les inciter à demander pour des alternatives plus écologiques en changeant leur mentalité envers l'essence et en questionnant cette action que l'on fait maintenant par habitude. Pour continuer, nous n'avons pas fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'efficacité du carburant. En 1908, le Ford Model T faisait environ 6 à 9 km le litre. En 1950, un Oldsmobile faisait environ 9 km le litre. Et en 2012, un Cadillac Escalade faisait environ 6 km le litre. Avec la technologie disponible à nous aujourd'hui, nous devrions pouvoir mettre sur les autoroutes des voitures beaucoup plus efficaces en carburant, surtout quand on les compare à ces voitures-ci. Nous avons là la voiture la plus économe en carburant au monde. Celle-ci faisait 5 385 km le litre. À côté d'elle est une voiture qui a été construite par des élèves du secondaire. Celle-ci faisait 930 km le litre. Bien sûr, ces deux voitures sont un peu plus lentes que les 3 premières, mais ces deux types de voitures sont à deux extrêmes. Nous devrions pouvoir trouver un juste milieu entre ces deux types de voitures ici. Maintenant, vous vous demandez probablement, est-ce que des étiquettes peuvent réellement inciter les gens à changer leur comportement? La bonne nouvelle est que nous avons la preuve que oui. En effet, des étiquettes peuvent réellement inciter un changement de comportement chez les gens. Car plusieurs études faites sur l'efficacité des étiquettes d'avertissement placées sur les paquets de cigarettes nous démontrent que les étiquettes ont aidé à changer tous deux les comportements et les actions des gens. Nous voyons ici une carte du monde. C'est une carte qui démontre les plus de 60 pays qui ont suivi l'initiative du Canada de mettre des étiquettes d'avertissement avec des illustrations et un message sur les paquets de cigarettes. Et puis, ici, nous avons une carte du monde qui illustre les pays où les gens ont contacté l'organisation Our Horizon par courriel ou par Twitter, exprimant leur intérêt dans le projet. Le temps est revenu au Canada de faire preuve de leadership et d'initier encore une fois l'emplacement d'étiquettes d'avertissement. La merveille de ces étiquettes est qu'ils sont une solution très peu dispendieuse au changement climatique. Les étiquettes coûteront seulement quelques sous à produire s'ils sont produits en grande quantité, et les nozzle talkers, la partie en caoutchouc rouge qu'on pouvait remarquer sur une des diapositives du début, coûtent environ 15 $ chacun.
Ceci fait environ un total de 100 $ par station-service si ceux-ci n'ont pas déjà les nozzle talkers. Un coût très raisonnable et facilement déboursé par le fournisseur d'essence. Surtout comparé à d'autres suggestions pour contrer le changement climatique qui peuvent coûter des millions de dollars, cette alternative offre un coût très raisonnable. Je dois aussi mentionner que je suis très chanceuse d'être à Dieppe, car nous pouvons voir que la municipalité est très soucieuse de l'environnement et prend déjà des initiatives afin de la préserver. Dans le plan vert de la ville de Dieppe, paru en 2007, on y trouve la mise en place d'un réseau complet de sentiers et de voies cyclables pour permettre le transport actif et le développement et la promotion active du transport en commun. Depuis, chaque année, la municipalité ajoute des kilomètres à son réseau de sentiers et de voies cyclables. Et puis, pendant la saison douce, les autobus du système de transport en commun sont dotés de supports à bicyclette afin de permettre une combinaison de l'utilisation de la bicyclette et de l'autobus. De plus, chaque année, la municipalité offre une journée d'autobus gratuite afin de promouvoir l'utilisation du transport en commun. L'emplacement d'étiquettes d'avertissement serait une suite logique aux initiatives déjà prises par la ville de Dieppe. Ceci motiverait davantage les gens à utiliser les sentiers, les voies cyclables et le transport en commun. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire pour aider ce projet à aller de l'avant. Auparavant, nous suggérions de faire passer un arrêt dans la municipalité. Nous concluons notre présentation avec l'histoire de la petite ville d'Hudson, qu'en 1991 était la première communauté à avoir banni l'utilisation de pesticides sur les gazons. Cet arrêt, qui avait été voté en faveur par 3 conseillers, s'est ensuite répandu à travers le Canada. La ville d'Hudson avait fait preuve de leadership qui a porté ses fruits. Une journaliste qui faisait un article sur Our Horizon avait conclu avec « Where's the next Hudson ?» Malheureusement, certaines municipalités n'ont pas le pouvoir de faire passer un tel arrêt, et certaines refusent car ils ne veulent pas risquer les poursuites judiciaires faites par les fournisseurs d'essence. Heureusement, Our Horizon a trouvé une nouvelle façon vers l'avant. En janvier de cette année, le conseil municipal de West Vancouver a fait passer une résolution qui dit qu'ils sont d'accord avec l'idée de placer des étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence et qu'ils pensent que ce projet devrait éventuellement être mis en place. Ce que nous vous demandons de faire est de supporter la résolution de West Vancouver. Ceci comporte beaucoup moins de risques pour vous et ne vous coûte rien, parce que vous ne mettez pas en place les étiquettes d'avertissement, vous indiquez tout simplement que c'est une bonne idée sans réellement la mettre en marche. Le but de cette résolution est de convaincre le plus de municipalités possible de la supporter. Et quand viendra le temps de voter pour l'emplacement d'étiquettes d'avertissement sur les pompes à essence, la tâche sera beaucoup plus facile, car on pourra voir que plusieurs municipalités sont déjà d'accord. Faites preuve de leadership et soyez parmi une des premières municipalités au Canada de faire passer cette résolution. Pour terminer, j'espère que j'ai réussi à vous inspirer comme j'ai été inspirée. Merci. Merci, Mme Chevary. Avant de passer aux questions, je voudrais m'excuser. J'ai oublié d'avertir les auditeurs ici que ceux qui ont besoin d'appareils pour la traduction, on a la traduction simultanée. For those who need the translation device. Et j'ai oublié de vous indiquer qu'il y avait des écouteurs pour l'interprétation simultanée. Mais si vous en avez besoin, donc vous pouvez aller vous procurer un écouteur en arrière de la salle. De la conseillère Dallaire. Merci, Monsieur le maire adjoint. Premièrement, félicitations pour votre initiative. Je trouve que c'est vraiment bien de voir que vous avez la communauté à cœur puis de nous présenter cette initiative-là. Vous avez répondu essentiellement à ma question dans votre présentation. C'était par rapport au droit de légiférer puis de comment contourner cet aspect-là, mais vous l'avez répondu. Monsieur le maire, si tu me permets, je suggérerais que la présentation soit peut-être faite au comité de l'environnement, puis qu'eux peuvent nous présenter des pistes de comment procéder avec ça. Effectivement, il y a une réunion jeudi soir cette semaine du comité consultatif sur l'environnement. Alors, en plus de votre présentation, j'aimerais, si c'est possible, d'avoir votre texte aussi, puis on pourra le circuler aux membres du comité et puis les encourager encourager cette démarche. Merci. C'est tout? C'est tout. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Oui, merci pour votre présentation qui dénotait certainement une grande conviction. Alors, c'est la passion que ça prend pour adopter
des causes pour les faire avancer. Alors, merci pour nous le signaler. Dans les quelques années précédentes, on a eu un groupe, un comité particulièrement pour les communautés qui va m'aider là? Luc, collectivité en fleurs, qui parlait d'environnement particulièrement un peu dans le même sens que vous mentionnez ici. Alors, j'aimerais en même temps de lancer le défi au comité d'environnement et de francisation, parce qu'on a vu beaucoup de buses, là, les pistolets pour les pompes à gaz, là, et les pompes à essence dans nos stations-service, autres que la coopérative, tous les textes sont en anglais, ou à peu près tous. Alors, je lance le défi aux deux comités, particulièrement d'environnement et de francisation, de reprendre la boule pour que, quand que les postes à essence, dans leur avis de sécurité et leur avis de fonctionnement, aient au moins les deux textes français et anglais affichés sur leurs pompes et sur leurs appareils. Merci. Merci. Je suis convaincu que le comité d'environnement et le comité de francisation voudront reprendre la balle au bon pour travailler sur ce dossier. Merci bien, M. Godette. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants au niveau du Conseil? Sinon, merci beaucoup de votre présentation. Puis, comme c'était bien à propos en termes de timing, dans les circonstances présentes, alors, si vous voudriez laisser votre texte, si on peut l'avoir, à Mme Duguay pour qu'elle puisse s'assurer qu'on le J'ai emporté une copie de la résolution de Également. West Vancouver aussi. OK. Je ne sais pas si vous vouliez la... Oui, absolument. Absolument. Merci bien. Alors, le prochain item sur l'ordre du jour est une présentation de la récolte de chez nous. Alors, quand on parle des choses vertes, entre autres choses, bien, évidemment, avec la récolte de chez nous, puis nos agriculteurs du sud-est de la récolte de chez nous, on est là aussi. Bonsoir, Monsieur le maire, Bonsoir, Monsieur Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, le personnel de la Ville. C'est un grand plaisir d'être ici ce soir. Pour ceux entre vous qui ne connaissaient pas la récolte de chez nous, c'est une coopérative d'une trentaine de producteurs, toutes basées au sud-est du Nouveau-Brunswick. Et puis, on est les fiers partenaires de la Ville de Dieppe dans la création et la gestion du marché de Dieppe. Ça fait que je suis venu ce soir pour vous présenter notre projet d'étude de faisabilité qu'on fait pour voir la faisabilité de faire une expansion du marché de Dieppe. Ça fait que ce soir, je viens vous voir pour un peu avoir votre appui pour poursuivre cette étude. On est un peu plus dans l'étape en train de terminer l'étape de pré-faisabilité et maintenant, il faut aller garder encore plus loin dans les chiffres, etc. Ça fait que la récolte de chez nous a un conseil d'administration, mais pour la mise en œuvre de ce projet ici, on a un comité aviseur qui est composé à la fois d'agriculteurs. On a Ken Coates et François Lavigne, qui sont respectivement la ferme Nature's Root et la ferme Michaud. On a un représentant des marchands du marché qui est non-producteur, qui est M. Gilles Boucher de Café Perfecto. Notre représentant des consommateurs, c'est M. Richard Lang, qui est également un citoyen de la Ville de Dieppe. On a un représentant de la Ville de Dieppe qui est avec nous ce soir, M. Luc Saint-Jules, qui est ici. Guy Légère avec Expansion Dieppe, ainsi que Paul-Émile Doucet, qui est le gérant du marché. Ça fait que le marché de Dieppe fête ses 10 ans cette année. Le marché est jeune, le marché est en santé, encore rempli de vigueur, si vous voulez. Mais le marché est encore justement cette jeunesse-là qui fait qu'il y a un peu des growing pains et un peu des Merci beaucoup. Je suis habitué à avoir un handheld, je ne suis pas habitué à avoir un micro fixe. Ça fait partie aux Smart Pods là, qui parlait, là, Léon Desroches aujourd'hui. Oui. Ça fait que le marché, c'est ça, il est encore jeune, ça fait 10 ans qu'il existe.
Ça fait qu'on voit qu'il y a encore des défis à surmonter et des opportunités à saisir pour pouvoir se propulser dans l'avenir, pour pouvoir maximiser l'impact économique du marché et pouvoir maximiser le rayonnement qu'il y a dans la région. On peut voir qu'il y a vraiment un grand rayonnement dans la région. Ça fait que c'est le projet en cours qu'on travaille dessus. Ça fait quand on parle du marché Dieppe, on parle premièrement de produits locaux. Je pense que c'est la première carte d'appel du marché Dieppe quand les gens disent qu'ils veulent aller au marché, c'est pour le cacher des produits locaux. Autant pour les produits locaux des producteurs agricoles que pour les artisans culinaires. On peut parler des métiers d'art, etc. C'est la première carte d'appel des produits pour le marché. Au fur et à mesure que le marché s'est développé au courant des dernières années, un peu comme d'autres marchés en Amérique du Nord, on voit que c'est devenu une destination. C'est un lieu unique qui se passe le samedi matin à Dieppe, qui est difficile à reproduire dans d'autres périodes et qui est vraiment un phénomène spécial. C'est une rencontre entre les différentes générations. On peut voir des jeunes familles se promener avec des enfants, des bambins, comme on peut voir des gens de l'âge d'or, on voit des jeunes de l'université, etc. C'est aussi un lieu multiculturel, autant pour les clients qui viennent d'un peu partout que pour les marchands. On a vraiment une grande diversité de produits, de vendeurs, de marchands qui viennent de l'international. On peut penser à tous les différents mets qu'on peut trouver entre les mets des Indes, que les mets coréens, chinois, etc. Le marché est également un outil de recrutement et de rétention des citoyens. C'est aussi un incubateur des entreprises. On peut voir qu'il y a plusieurs marchands qui ont commencé au marché pour faire un test de produit, développer le marché, voir s'il y a un intérêt pour leur produit, puis ensuite aller s'établir ailleurs. Et certains même gardent leur pied à terre dans le marché tout en s'établissant ailleurs aussi. Le marché est très important pour l'entreprise, pas pour l'entreprise, mais pour l'industrie agricole du sud-est du Nouveau-Brunswick. C'est un lieu qui est très prisé pour la vente directe des producteurs qui peuvent venir au marché pour faire la vente directe, pour avoir le maximum de retour sur leurs produits. Les gens viennent au marché pour chercher les denrées agricoles. C'est avec les vendeurs, les producteurs agricoles veulent se retrouver, avoir une place de choix pour faire la vente. C'est vraiment un des bijoux du centre-ville qui fait partie de ce centre-ville qui est aussi en pleine croissance, qui est encore jeune aussi et qui grandit. Puis le marché, c'est le point de départ. Le point de départ pour le samedi matin, quand tu te lèves le matin, c'est une première chose à faire sur ta liste avant de faire tes emplettes, avant d'aller ailleurs, aller partir à l'aventure ou aller magasiner ailleurs. Je pense que l'excellence ou la qualité du marché qu'on a ici, on peut vraiment le devoir à la grande diversité de produits qu'on y trouve, de marchands, que ce soit les produits de vin de Magnetic Hill Winery qui font du vin à partir de petits fruits, que ce soit les savons de la savonnerie Olivier ou les mets de Main Stop Korean Food. J'ai voyagé un peu partout au Canada. Dans la dernière année, j'ai vu le marché de Calgary, j'ai vu le marché Jean Talon, j'ai vu le marché de Halifax. Puis je pense qu'on n'a rien à envier de ces marchés-là. On a autant de diversité ici et de qualité qu'ailleurs. Nos marchands, je pense qu'ils nous aident à rentrer de 5 à 6 000 personnes dans les portes du marché à tous les semaines, ce qui donne un impact d'achat direct d'environ 8,2 millions par an. Ça, c'est des estimés. Ça fait, quand je regarde cette photo ici, je vois vraiment à la fois l'opportunité étant que les gens aiment le marché, les gens aiment d'aller pour ce phénomène-là, pour cette destination. Et puis, en même temps, on voit un peu les défis. On voit les défis qu'il y a un peu parfois des défis de circulation où les gens ne peuvent pas circuler à leur aise, ce qui peut peut-être réduire la fréquentation de certains citoyens et gens de la région. Aussi, le défi des marchands qui aimeraient avoir plus de place. Certains marchands qui savent qu'en ayant plus d'espace de vente, ça peut augmenter leur vente eux autres aussi. L'espace pour avoir d'autres marchands additionnels qui pourraient contribuer encore à cette diversité de produits. Et aussi de l'espace social pour circuler, pour jaser. Je pense que c'est devenu vraiment une habitude hebdomadaire d'aller au marché. Les gens aiment y aller justement pour socialiser. C'est vraiment rendu un lieu de rencontre. Et puis souvent, quand on va au marché, puis on jase avec des gens dans les couloirs, etc., mais des fois, on file comme si on a le chemin, on bloque l'accès à un marchand, etc. Ça fait que c'est certains des défis qu'on a essayé de rencontrer. Ça fait qu'on a embauché la firme Millier Dickinson Blais l'été passé, qui a travaillé sur un projet d'évaluation de la faisabilité, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le marché Dieppe pour rencontrer les défis et les opportunités de l'avenir.
Millie Dickinson-Blais nous a présenté un scénario dans le but d'accentuer le rôle de développement économique et communautaire du marché de Dieppe et puis de renforcer son influence sur le sentiment d'appartenance des citoyens. Je pense que les citoyens de Dieppe aiment leur marché, ils s'en ont approprié. Ça fait partie de leur communauté, du noyau de leur communauté. Ça fait que dans le rapport de Millie Dickinson-Blais, il propose 5 aspects ou 5 recommandations ou de modifications pour faire une expansion du marché de Dieppe. On voit l'augmentation du pied carré à l'intérieur et à l'extérieur du marché de Dieppe. On voit avoir 2 à 3 marchands permanents qui seraient là la semaine, un peu des boutiques, si vous voulez, ou certains commerçants qui seraient là, qui pourraient avoir une offre à la semaine. On voit ce modèle-là dans le nouveau marché de Halifax. On voit ça au marché de Jean Talon et ailleurs au pays aussi. Il propose également une cuisine commerciale qui pourrait être utilisée pour le développement de produits genre de cuisine expérimentale pour les producteurs qui voudraient faire la transformation, pour certains marchands qui pourraient s'en servir. Ça pourrait être utilisé également pour l'animation communautaire, pour des formations, comment faire de l'embouteillage. Je sais qu'il y a beaucoup de projets au niveau de la province, de ce côté-là, où il y a des projets de mentorat communautaire, culinaire, pour apprendre les gens à bien manger, à bien cuisiner. Et puis, le 4e point, ce serait d'avoir une microbrasserie, qui est une des suggestions, dans un des espaces commerciaux qui pourrait être loué. Je pense qu'on reconnaît le rôle potentiel des microbrasseries dans le développement des centres-villes, dans le développement de créer une effervescence. Les microbrasseries, c'est un mouvement canadien qui est très fort en ce moment, qui partage aussi les mêmes valeurs d'utilisation de produits locaux et de culture culinaire, si tu veux. Il y a beaucoup d'agencements qui se passent de ce côté-là. Et puis le 5e point, ça serait de créer quelques espaces de bureaux, mais ça, c'est un peu secondaire, dépendant des pieds carrés qu'on peut construire, voir si c'est faisable. Ça fait que je vois que ça a été décalé sur les slides, mais ces recommandations, Millie Dickinson-Blais pense que ça contribue à l'amélioration du marché de samedi, à la création de nouvelles occasions d'affaires, autant pour la récolte de chez nous, les marchands qui s'y trouvent aussi, et puis ça contribue au développement continu du centre-ville. Ça fait que ici, on voit quelques maquettes qui sont vraiment hot off the press, qui sont sorties, qu'on a reçues aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut voir la section plus vieille du marché et la section Carré d'Alfond. Ici, c'est vraiment la vue du boulevard Acadie. À droite, c'est plus l'intersection de Acadie et la rue Gauvin. Ça fait qu'on peut voir sur la section à gauche, ce serait plus la section où ce qu'on proposerait d'avoir des commerces qui seraient ouverts plus permanents à la semaine. Et puis, à la droite, ça serait l'espace qui serait plus du marché du samedi qui offrait plus d'espace aux marchands. Ça fait que ça, c'est une des vues de la rue Acadie. Ainsi, on peut voir aussi qu'on propose aussi d'avoir un peu plus d'espace public extérieur aussi pour créer un peu de divertissement pour les citoyens autant la semaine que le samedi. Ça fait que, où est-ce qu'on est rendu dans notre projet? Présentement, bien sûr, on est en train de présenter. Finalement, la tempête d'hier était pas assez grosse pour nous empêcher de présenter ce soir. On est venu vous présenter, bien sûr, pour voir votre appui pour continuer l'étude. Si vous êtes d'accord et on poursuit vers l'avant, le mois de mars-avril va être pour continuer à voir si quel l'intérêt, est-ce qu'on peut trouver des partenaires financiers qui pourraient nous aider à concrétiser cette vision-là. Pendant les mois du printemps, ce serait le temps de réviser le concept, à débattre le concept, à voir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce que l'espace peut vraiment avoir l'air plus concrètement à l'intérieur pour que ça soit fonctionnel, en vue de faire un nouveau plan financier. Et puis, on souhaiterait de finir l'essentiel du travail pour arriver à présenter quelque chose au Conseil du Nouveau, si tout va bien, au mois de septembre 2015. Ça fait que c'est ça qui est la présentation. Bon. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Dasto, avez-vous pu vous rendre à date au niveau de savoir qu'est-ce que l'étendue ou la superficie que vous recherchez comparé à ce que vous avez présentement? Est-ce que c'est une augmentation de 50 ou est-ce que vous êtes rendu là?
En termes de pieds carrés, ça? Oui. Je pense qu'on garde à augmenter d'environ, je pense que c'est de 8 à 10 000 pieds carrés supplémentaires. Alors ça représenterait quoi en comparaison Ça à ce que serait vous avez? présentement, j'essaie de m'en souvenir présentement. Monsieur le maire, Bonsoir. présentement, le marché a 15 000 pieds carrés, donc on regarde à peu près deux tiers. tiers. Un peu plus grand. OK, merci. Merci. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Merci pour la présentation. Puis vous avez raison, quand on compare à d'autres marchés, à d'autres lieux à travers le pays, on n'a rien à envier à d'autres municipalités, c'est vrai. Ma question est par rapport à votre recherche d'appui de la Ville de Dieppe pour poursuivre l'étude. Ça veut dire quoi, ça? Pouvez-vous clarifier? Je pense que on voulait venir ici ce soir vraiment pour vous informer du projet. On ne demande pas d'engagement ni rien de même tout de suite parce qu'on n'est pas encore rendu à ce point-là. C'est tout simplement pour voir si vous êtes d'accord que le projet mérite d'être évalué davantage, que ça vous intéresse, que vous supportez l'idée de poursuivre avec ce projet-là. Merci, Monsieur le maire, puis moi, j'appuie. Merci bien. Monsieur le conseiller Godette. Oui, je suis bien content de voir qu'on a le progrès dans l'esprit pour notre marché. Je voulais juste faire un petit commentaire. J'entends souvent les gens qui essayent de s'installer en arrière du marché, là, entre le marché et la rue du marché. Puis je ne vois pas de proposition là, dans les dessins que vous présentez, là. Mais la difficulté là est habituellement le vent et évidemment le froid. Et on m'a carrément dit à plusieurs reprises que si on pouvait trouver un moyen relativement économique de protéger du vent et du froid en arrière, vous auriez plusieurs marchands qui pourraient s'accommoder de cet espace-là, qui n'a pas besoin d'infrastructures particulières. Il y en a des jeunes couples, là, des marchands de nourriture, puis des marchands de sculpture qui sont là, mais je vous encouragerais, dépendant de comment tout le projet ici va aller en termes de vitesse, là, l'aménagement en arrière en termes de protection des éléments, je vous encouragerais d'y penser sérieusement. On m'a même suggéré des portes de garage ou quelque chose du genre qui pourraient être levées, qui pourraient ouvrir quand il fait beau et en été et fermer quand la température n'est pas clémente ou l'hiver. Alors, je vous laisse avec ce défi-là, comme je dis, qui ne demanderait pas d'infrastructure additionnelle, mais qui permettrait d'abriter, d'accueillir probablement plusieurs marchands beaucoup plus confortablement. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose que ça fait quelques années qu'on a évalué et puis je pense dans le contexte d'un projet de cette envergure que ça serait possible de l'incorporer. Ça serait quoi? Ça serait possible de l'incorporer, de mettre des structures. On avait déjà parlé des portes de garage ou des portes coulissantes à l'horizontale. Je pense parce que ça serait dans notre avantage aussi d'avoir un espace qu'on puisse que louer plus tard dans l'année. Ils sont chanceux de ce côté-là, ils sont un peu plus à l'abri, mais c'est quand même très froid les matins du printemps ou même on voit des matins du mois à la fin juin que tu peux avoir très froid, ça fait que ce serait vraiment approprié. Je suis entièrement d'accord. Parce que de la façon que je vois ça, oui. Tout de suite, un projet relativement minime ou économique comme ça, oui. Il n'y a pas d'interrelation avec ça que vous proposez là tout de suite, là. C'est que c'est proposé là-dedans? Les deux bouts là, sont complètement séparés en termes de projet. Oui, mais je pense que ça serait possible de l'intégrer. On a même déjà discuté de ça à la dernière réunion du conseil d'administration, où on disait que ce serait quelque chose ce serait un moment opportun pour le réaliser si on va de l'avant avec ce projet ici. Je pense que ce que le conseiller Godette essaie de dire, c'est qu'il y a des choses qui seraient possibles d'être faites maintenant à très peu de coûts qui pourraient aider et accommoder. Moi, je sais de mon expérience de vie
en fin de carrière, lorsque j'ai passé les 4 ans à Montréal, le marché Atwater, ils ont des espaces extérieurs dont ils se servent à l'année longue, incluant... Les hivers sont quand même un peu semblables aux nôtres, avec l'exception de notre hiver cette année, peut-être, là, qui est venu dans une période de 8 semaines. Là. Mais c'est pas compliqué et c'est pas coûteux, mais ça accommode beaucoup, puis ça coupe le vent, ça permet des espaces additionnels à très peu de coûts. Et ça joue là où ces petites additions-là d'Atwater ou de Jean Talon sont loin d'être climatisées. Oh, absolument, non, ça, c'est sûr. C'est ça. Alors, merci encore une fois pour la présentation. Je vois pas d'autres lumières s'allumer. Je pense qu'il y a... je pense qu'il y a une expression d'intérêt de la part du Conseil. Je pense qu'on l'a entendu ici ce soir de la même façon que vous l'avez entendu lors de votre présentation à Expansion Dieppe il y a quelques semaines. Alors, bonne chance, on ne lâche pas. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, prochaine présentation sur l'équité salariale. Il faudra peut-être baisser le podium dans ce cas ici. Pas beaucoup, juste à peine. Ou tout au moins baisser le micro, oui, effectivement. Oh. Bonsoir, Mme Savoie. Bienvenue. Bonsoir. Monsieur le maire et conseillères, je vous présente les résultats d'une analyse en matière d'équité salariale. Un petit survol de l'historique du dossier. Donc, en octobre 2010, la Ville de Dieppe a accepté de participer à un projet pilote lancé par le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick afin de déterminer s'il existe des inéquités salariales dans notre milieu de travail, ici à la Ville de Dieppe. Donc, l'objectif de faire une analyse en matière d'équité salariale, c'est de comparer la valeur du travail, surtout ou traditionnellement effectué par les femmes, à la valeur du travail surtout ou traditionnellement effectué par les hommes. Donc, la définition et vraiment l'objectif ultime de l'équité salariale, c'est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, c'est un salaire égal pour un travail différent, mais d'une valeur jugée équivalente par un système d'évaluation. Donc, c'est plus loin que le dicton salaire égal pour un travail égal. On s'entend. Donc, l'écart salarial, c'est la différence entre le salaire moyen gagné par les hommes et le salaire moyen gagné par les femmes. Donc, l'écart salarial, on le sait qu'elle est causée par des attitudes et des croyances sociétales, puis il y a des facteurs qui contribuent à l'écart salarial, dont l'équilibre entre le travail et les obligations familiales pour les femmes au travail, le regroupement des emplois, donc les bandes salariales, et la sous-évaluation du travail traditionnellement effectué par les femmes. Donc, un petit rappel, donc l'objectif, c'est de comparer les valeurs du travail, surtout ou traditionnellement effectuées par les femmes, avec la valeur du travail, surtout ou traditionnellement effectuée par les hommes. Donc, l'évaluation d'emploi, qui est vraiment le processus. Donc, le processus a pour but de déterminer la valeur relative des emplois au sein de la municipalité par une analyse systématique et détaillée et d'une évaluation de l'emploi, mais pour tous les emplois. Donc, une évaluation d'emploi ne mesure ni reflète le rendement ou le sexe d'une personne ou ses compétences pour réaliser son travail. C'est un petit rappel. Donc, l'historique un peu à la Ville de Dieppe pour l'évaluation des emplois. On a ici à la Ville de Dieppe un système Aiken modifié qui a été adopté par la Ville de Dieppe pour toute l'évaluation des emplois syndiqués. À la suite d'une négociation qu'on a eue avec le SCFP en 2006. Nous avons, ce système-là a 11 facteurs, sous-facteurs et on a présentement, et donc évalué aussi, 38 emplois.
La bande salariale a été intégrée à la convention collective de 2011 à 2016. Puis on a au jour d'aujourd'hui 38 postes catégorisés dans 18 bandes salariales. L'évaluation des emplois non syndiqués, c'est un plan d'évaluation Hay modifié, donc le système Hay, qui a été adopté en 2007. Il a 10 sous-facteurs. Il y a présentement 40 postes évalués dans cet outil d'évaluation, par cet outil d'évaluation. Puis les bandes salariales ont été approuvées en octobre 2010 par le Conseil. La mise en œuvre de la réévaluation des postes et des échelles salariales par catégorie d'emploi à ce même moment. On a présentement 40 postes dans 12 catégories d'emploi. Donc, l'exercice d'équité salariale par progiciel. Donc, pour l'exercice, on a emprunté un progiciel du gouvernement du Québec pour effectuer cette analyse. Donc, le progiciel a pour but et a aussi effectué, il a déterminé les catégories d'emploi dans leur prédominance sexuelle. Elle a aussi déterminé la valeur des catégories d'emploi et estimé les écarts salariaux. Donc, les catégories d'emploi à prédominance sexuelle est déterminée à l'aide de 4 critères. Donc, le premier, la prédominance sexuelle, qui est vraiment par le taux de représentation, qui est 60% ou plus. Le stéréotype, qui est l'emploi généralement associé aux femmes ou aux hommes dans leur rôle traditionnel dans la société. Le troisième critère, c'est l'historique, donc la catégorie d'emploi chez l'entreprise occupée par des hommes ou par des femmes sur une période significative. Et finalement, le pourcentage effectif, qui est lorsque les femmes représentent 55% de l'effectif d'une catégorie, mais ne forment que 5% de l'effectif total de l'entreprise, elle est considérée être à prédominance féminine. Donc, la valeur d'un emploi est vraiment analysée par ces fameux sous-facteurs. Ici, c'est nommé facteur, mais c'est sous-facteurs. Dans toutes les évaluations d'emploi et les deux qu'on a retenus à la Ville de Dieppe pour nos postes syndiqués et non syndiqués, on a les mêmes 11 facteurs. Souvent, ils peuvent être nommés différemment, mais c'est essentiellement les mêmes facteurs, les mêmes définitions qu'on évalue pour chaque emploi. Donc, vous voyez les 11 facteurs ici. Il y a la connaissance, qui est des fois appelée éducation, mais il y a la connaissance, l'expérience, prise de décision, concentration, exigence physique, dextérité, impact des actions, sécurité d'autrui, supervision d'autrui, relations de travail et environnement de travail. Donc, on peut les nommer différemment, mais essentiellement, c'est ça les facteurs qui sont utilisés par tous les outils. Il y a certains outils qui jumellent deux facteurs. Donc, il y a certains outils qui ont seulement 10 facteurs, mais si on regarde bien les détails et les définitions des sous-facteurs, ils sont bel et bien tous présents. Donc, l'estimation des écarts salariaux. Donc, selon la méthode utilisée, qui est la méthode individuelle, l'estimation consiste de calculer l'écart salarial entre la rémunération globale d'une catégorie d'emploi à prédominance féminine. Donc, ça, c'est les 4 facteurs que je viens de vous parler d'eux qui nous donnent le résultat, si on veut, pour la prédominance. Donc, pour revenir, l'écart salarial entre la rémunération globale d'une catégorie d'emploi à prédominance féminine à celle d'une ou de plusieurs catégories d'emploi à prédominance masculine équivalente. Donc, équivalente, c'est là la valeur du poste qui est déterminée par l'évaluation des postes par les deux outils que je viens de vous partager un peu. Donc, les résultats de prédominance pour les postes ici à la Ville de Dieppe, on a 49 postes en total de prédominance masculine et 29 à prédominance féminine. Le résultat, on est très heureux et content de vous partager que le résultat atteint, c'est qu'on a une équité salariale dans toutes les catégories d'emploi à la Ville de Dieppe, donc dans tous les postes syndiqués ainsi que les postes non syndiqués à la Ville de Dieppe. Est-ce que vous avez des questions? Questions des membres du Conseil sur cette étude et ce travail qui a été fait. Je pense que dans les détails, vous avez une copie, les membres du Conseil ont une copie du travail qui a été fait avec les résultats auxquels l'étude nous a amenés. Madame Dallaire.
Merci, M. le maire. J'aimerais remercier le personnel pour avoir entamé l'étude. Je sais que ça a été un travail de longue haleine pour en aboutir jusqu'à là. Surtout qu'on se soupçonnait avec le travail qui avait déjà été entamé de le passé, où ce qu'on a eu les évaluations de postes de fait, mais on n'avait pas fait la dernière étape de mesurer postes à prédominance masculine et féminine, mais on soupçonnait qu'on avait bel et bien l'équité salariale, puis c'est ça que l'étude a démontré. J'avais une question par rapport, juste pour clarifier, j'ai lu à travers le rapport, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre, je ne sais pas si vous pourriez clarifier. Pour mesurer les catégories d'emploi, parce que je sais qu'il y en a un tel montant, 12 ou 10 pour syndiqués, non syndiqués, c'est-tu ça les catégories qui ont été jugées à prédominance masculine ou féminine, ou c'est bel et bien des postes individuels qui ont été catégorisés? Puis comment ça a été catégorisé? Le rapport utilise le mot catégorie comme poste. Donc, c'est vraiment des postes. Mais je sais pas, peut-être que tu te réfères à ça, où on a des bandes salariales. Donc, on disait dans une acétate plus... Je ne sais pas si je peux reculer, là. Je vais essayer. Oui, c'était ça, je vais allusion. C'est-tu les bandes salariales qui ont été dit à prédominance masculine ou féminine, ou c'est vraiment les postes individuels? Puis comment... Parce qu'habituellement, c'est pas par catégorie d'emploi qu'on fait des comparaisons, ou c'est-tu vraiment... Ou y a-t-il plusieurs méthodes à le faire? Mais aux fins pratiques pour l'analyse pour la Ville de Dieppe, toutes les catégories d'emploi sont vraiment un poste. C'est qu'il y a plusieurs postes, qu'il y a plusieurs employés qui occupent ce même poste, donc on les appelle des catégories, mais c'est des postes. Mais je ne sais pas si c'est ça a rapport, mais c'est ça, on a exemple pour les postes... je vais reculer encore. Oups. Les postes non syndiqués, on a 40 postes évalués dans 12 catégories d'emploi. C'est vrai que c'est malin. Dans cette étape-là, la catégorie se réfère aux bandes salariales. Donc, il y a deux choses. Le rapport utilise le mot catégorie comme poste. Une catégorie, c'est un poste. Deux catégories, c'est deux postes. Moi, dans l'acétate, je voulais expliquer les bandes salariales qu'on appelle des catégories d'emploi. Donc, on regroupe plusieurs postes qui ont une valeur à un rythme de peut-être 5 à 10 points d'écart, ils tombent dans une même bande salariale. Donc, nous, on les appelle des catégories d'emploi quand on parle de la bande salariale. Mais le rapport se réfère vraiment au poste. Je sais pas si c'est clair. Puis, je sais que j'ai eu la chance de voir des rapports préliminaires avant que ça vienne à cette étape ici. Puis, je sais qu'il y avait eu, vous avez mis ça dans un logiciel qui a mis un schéma avec des postes sur une ligne. Puis ça, c'est toute l'information qu'on pourrait ajouter pour compléter le rapport, ou ça n'a pas été retenu dans l'évaluation Avez-vous changé de procédure? Non, c'est la même. C'est juste que ces graphiques-là sortent dans le logiciel, mais ce n'est pas quelque chose qui se transfère dans un rapport. Puis, à cause de la méthode qu'on a utilisée, on dirait que ça ne nous parle pas beaucoup. Donc, on n'a pas retenté de les reproduire parce qu'on ne connaît pas non plus, on peut deviner, mais on ne connaît pas non plus le calcul qui a été mis dans le logiciel pour créer ces graphes-là. Donc, le logiciel nous a donné beaucoup de défis, on doit avouer. On s'est débattu longtemps avec. Puis, on trouvait juste qu'on pouvait mal l'expliquer, puis ça ne représentait pas vraiment ce qu'on pensait. Ça ne représentait pas vraiment les résultats clairement, donc on ne les a pas reproduits de peur de soit faire une erreur avec le calcul, puis pour la valeur que ça ajoutait au rapport, on n'était pas assez... En lisant le rapport, il me semblait qu'il manquait un paragraphe ou deux expliquant le processus puis comment est-ce qu'on arrive à la conclusion qu'il n'y avait pas d'iniquité. On liste toutes les catégories, on met les chiffres, mais il semblait manquer... peut-être je ne l'ai pas vu, il était là. C'est que à la page 15 du rapport, je ne sais pas si c'est numéroté de la même façon, et il y a 2 pages, là, parce qu'on a fait l'analyse à 2 fois. On a fait de l'analyse pour les postes syndiqués et ensuite pour les postes non syndiqués. Donc, à la page 9, vous avez le résultat de l'évaluation pour les postes non syndiqués. Donc, vous voyez dans le tableau
les numéros de la catégorie d'emploi à droite. Ensuite, les catégories d'emploi qui sont vraiment les postes. Ensuite, la prédominance, la valeur de la catégorie, la rémunération par heure, donc le taux horaire. Puis vous voyez l'écart salarial à droite avec des petits tirets. C'est ça. Oui, je dirais juste qu'il manque, parce que ma prochaine intervention, c'est que j'aurais aimé que le rapport soit partagé avec les membres du comité d'égalité des femmes et des hommes de la municipalité, Oui. comme cette initiative est survenue suite à une recommandation au conseil de ce comité-là. Puis juste pour faire le boucle du sujet, pas juste avoir ça, mais avoir peut-être un paragraphe ou deux à la fin, juste mettre en mots ce que les tableaux démontrent. Ça, c'est le rapport qui est généré par le progiciel. Donc, le progiciel nous compile. Ne permet pas beaucoup de flexibilité. C'est ça. Mais je pense, si je comprends bien... Ça sonne au personnel de rédiger un c'est ça, paragraphe exactement, ou deux. de rédiger, puis là, justifie, oui. la Ça, valeur des catégories de telle une catégorie. conclusion. Juste pour que ça soit C'est ça. clair puis plus facile d'interprétation. C'est ça. Effectivement. Parce que Merci. souvent, les gens ne vont pas reconnaître Parce le que facteur des valeurs. C'est ça, ça va être qui sont ça, c'est contenues dans une lourd catégorie. aux gens de passer à travers, puis vraiment regarder, ah ben oui, cette catégorie-là versus... Ça rendrait la chose plus simple. Merci. On va essayer. À quel moment ça saute d'une valeur à une autre valeur pour les catégories, par exemple? Qu'est-ce qui est le barème de... Pour toutes les bandes salariales, vous voulez dire? C'est avec le syndicat, ça a été négocié avec le syndicat, les écarts. Puis avec le système non syndiqué, ça avait été fait au début de, je ne sais pas comment appeler ça, de ces bandes-là, avec l'écart qui est naturellement observé entre la valeur des postes, chaque valeur. Donc, il y a des regroupements qui sont faits assez naturellement. Donc, c'est souvent là qu'ils sont tranchés. Puis avec les postes syndiqués, c'est une négociation avec le CFP. Qui ont leur propre expert en C'est ça. la matière. Oui. Puis, Il y a un de nos anciens, d'ailleurs. C'est ça? Oui. Monsieur le maire, si tu me permets une dernière intervention, je suggérerais ceci, l'évolution naturelle serait que ça vienne au comité, le comité peut en prendre connaissance, réagir, puis là, par la suite, ça vienne à une réunion publique pour être adopté comme rapport final au conseil municipal. Je pense que ce serait la suite normale des choses. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie pour la présentation de cette étude. Lorsque j'ai vu la conclusion, j'ai été extrêmement surpris parce qu'habituellement, lorsqu'on fait un rapport comme celui-là, on trouve quelques failles. Puis ici, il n'y en a pas. Alors, je crois qu'il est de mise de féliciter l'administration de la Ville pour avoir géré la Ville de façon à respecter cette équité. Puis, la deuxième chose que j'allais demander, c'est la même chose que Mme Dallaire a demandé, qu'on vienne le présenter à notre comité consultatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a certains membres du comité qui avaient dit qu'ils seraient ici, mais il a dû y avoir un empêchement, puis... Ah, bon, c'est ça qui est arrivé. Il faudra se reprendre. C'est ça. On va blâmer le président du comité. Alors, c'est ça. Il y avait trop dates. C'est pour ça que tu as fait ça, OK. Ça va, M. Thibodeau? Merci. M. le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Un travail très détaillé, alors oui, bravo pour le travail même. Après en avoir pris connaissance, pour moi, je n'étais pas vraiment, même avec le rapport proprement dit, j'ai eu quand même une misère de rattacher le désir de voir s'il n'y avait justement pas des lacunes ou des écarts salariales dans des catégories ou des classifications de travail dominées ou prédominées par des femmes ou par des hommes. Parce que déjà, les postes ont été évalués puis ont été assignés des bandes salariales. Alors, moi, je n'ai pas vu vraiment le concept de savoir est-ce qu'il y a une bande salariale
n'a pas été bien appliqué. Je ne pense pas que c'est le cas parce que l'exercice était extrêmement complet. Il était très, même, je pense à un moment donné même pénible, pour être certain d'avoir assez de facteurs qui expliquaient vraiment la complexité de ce poste-là. Mais à vouloir en donner qu'on n'a pas ce que vous cherchiez, c'était évident que ça ne pouvait pas vraiment se produire comme conclusion. C'est-à-dire, moi j'ai commencé avec l'idée, il n'y aura sûrement pas d'écart basé sur plus femmes qu'hommes si l'exercice de placer ces postes-là après les avoir analysés, puis avoir trouvé des facteurs qui qualifiaient les postes, comme exemple les connaissances, qui est basé sur l'éducation, tandis qu'un autre, très peu d'éducation, mais quand même des connaissances de base pour faire le job. Cette distinction-là n'allait pas m'apparaître. Alors, je félicite que ça a été compilé, et un peu comme les commentaires de conseillère Dallaire puis de conseiller Thibodeau. Intéressant maintenant à passer ça au comité même, puis en faire un examen, puis voir, comme on dirait, ça fit puis ça fit pas, mais je suis pas mal sûr que ça va fitter. Au travail. Merci. Je peux peut-être ajouter, c'est que nos évaluations d'emploi ont été faites bien avant l'exercice qu'on a entrepris pour voir si on avait une équité salariale ou non. Les systèmes qui sont utilisés, donc la méthode Hay pour les systèmes modifiés, mais pour les postes non syndiqués, puis la méthode Aiken pour les postes syndiqués, est reconnue à l'échelle nord-américaine depuis plusieurs années. Donc, ce sont des outils qu'on a heureusement bien fouillés avant de les adopter. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi je présume que autant la Ville de Dieppe que le SCFP, pour exemple, les postes syndiqués, on était tous d'accord sur l'outil. Parce que les outils font bien leur job, si je peux dire. Ils évaluent vraiment la complexité des postes en aucun regard sur le sexe ou si c'est prédominé par les femmes ou les hommes ou l'historique et tout ça. Donc, à la base, les évaluations ont été faites il y a longtemps, sans égard au moment pour l'équité salariale. C'est après qu'on a fait le test, passé dans le filtre pour voir si on pouvait découvrir des inéquités. Je pense que si les postes avaient mal été évalués ou qu'il y aurait eu des failles dans les outils d'évaluation, on aurait eu une bonne indice avec un résultat qui serait probablement différent aujourd'hui. Ça serait montré. Oui, absolument. C'est ça le test. Ouais. La dernière question, M. le maire, c'est de savoir est-ce que ça donnerait une valeur à l'exercice d'en faire une demande que quelqu'un de l'extérieur l'examine pour être capable de voir et de venir vraiment à la même conclusion que l'activité même. Je pense justement qu'il y a des individus au niveau de la province qui sont fortement impliqués dans l'équité salariale. Est-ce que ça serait quelque chose à considérer? Et je le mets seulement sur la table comme étant une possibilité si ça voudrait être fait. Oui. Merci, M. le maire. Merci, Mme Dallaire. Merci, M. le maire. On est vraiment choyé au comité d'égalité des chances entre les femmes et les hommes à la Ville de Dieppe. La directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale siège sur notre comité. Alors, on est très bien outillés pour faire l'évaluation à l'externe, juste à l'intérieur de notre comité. Merci encore une fois. Félicitations pour le travail accompli, autant évidemment du personnel du secteur des ressources humaines de la municipalité, mais avec une belle collaboration aussi du syndicat dans ce dossier. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. C'est bien. Alors, sur le plan maître et sentier, prochain item à l'ordre du jour. Monsieur Johnson, on vous demande de prendre votre mal en patience. On essaie de faire un peu de rattrapage sur les tempêtes de neige qu'on a eues dernièrement, alors... mais ça va bien. Ça va bien à date. Monsieur Jason. Si tu insistes. Bonsoir, M. le maire, Bonsoir. membre du conseil. Ce soir, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes du plan maître des parcs et sentiers. Le plan maître qui a été effectué avec la collaboration de la firme de consultants BDA Landscape Architect en 2014 et puis qui est presque terminé présentement.
faut noter que les principes du plan maître seront adoptés dans les prochaines semaines en conseil. On va apporter les principes pour adoption en conseil dans les prochaines semaines, prochains mois à ce niveau-là. Il faut parler aussi que le plan maître, ça vient du plan directeur qui a été du secteur des loisirs, qui était en 2011. Donc, ça découle vraiment du plan directeur. C'était une des recommandations au niveau du plan, d'avoir un plan maître des parcs et sentiers. Fait qu'on est rendu à cette étape-là en 2015. Ça fait qu'on est bien fiers d'avoir ce plan-là. La première chose, notre vision. La vision du secteur loisirs et installations récréatives, c'est que tous les citoyens de Dieppe aient un accès à un parc de voisinage ou à un sentier dans un rayon de 800 mètres ou 10 minutes de marche. Fait que ça, c'est notre vision de notre côté. Les objectifs du plan, c'était vraiment de réviser les parcs et les sentiers existants, réviser les catégories aussi des parcs et des espaces verts, identifier les besoins futurs et aussi présenter des recommandations pour les développements futurs de notre côté. 7 catégories ont été développées ou ont été exposées pour ce plan maître. Donc, on va aller un peu plus en détail avec les 7 catégories tout au long de la présentation. La première, parc de voisinage. Donc, dorénavant, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on cherche comme grandeur approximative? C'est de 1 à 1,5 hectares au niveau des parcs de voisinage. On parle de 2 à 3 acres. Fait que, les exemples suivants, le parc Yvonne, qui date de l'an passé, 2014, et le domaine du Faisan, parc du domaine Le Faisan, qui est aussi un exemple de parc de voisinage que l'on veut imiter, disons, dans le futur pour voir un peu qu'est-ce qui... ça vous donne une idée de la grandeur et de qu'est-ce qui pourrait être dans un parc de voisinage. Les parcs, c'est un... Excusez l'expression, c'est un walk-to park. Nous, de notre côté, les parcs de voisinage, c'est vraiment pour les gens de la région immédiate. Donc, nous autres, c'est vraiment cette catégorie-là qu'on vise au niveau des parcs de voisinage. Aussi, je peux mentionner aussi que les parcs peuvent inclure un espace vert pour les jeux libres et une surface multifonctionnelle, dont les 2 exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, le parc Yvonne et le domaine du Faisan, qui a quelque chose de multifonctionnel au niveau du parc. Au niveau des parcs de voisinage, vous pouvez voir sur notre territoire, on a 20 parcs de voisinage, sans compter les parcs dans les écoles et sans compter non plus les parcs dans les parcs urbains, disons. Donc, on est très, très bien servi au niveau desservi par rapport aux parcs de voisinage sur notre territoire. Vous pouvez voir un peu ici, la partie nord de notre ville et ensuite la partie sud de notre ville. Donc, au niveau d'un rayon de 800 mètres, les gens sont très bien desservis au niveau de parcs de voisinage sur notre côté. Ici, nous avons les critères de sélection pour un nouveau parc de voisinage. On a établi 7 critères de sélection quand vient le temps de, à qui le tour? On a plusieurs demandes, on a chaque année plusieurs demandes au niveau du voisinage, au niveau des gens. C'est-tu à notre tour cette année? Donc, nous, on a établi 7 critères qui nous permettent de mieux évaluer le prochain parc ou les prochaines étapes pour avoir un nouveau parc. Le plan de lotissement. Au niveau du plan de lotissement, on regarde l'année que le plan de lotissement a été enregistré au niveau de la province. Fait que ça, c'est la première catégorie ou le premier critère que l'on regarde. L'identification de terrain d'utilité publique. Est-ce qu'il existe un terrain d'utilité publique dans ce secteur-là? Parfois, ça peut arriver que non, il n'y a pas de LPP ou de TUP dans ce secteur-là. Ensuite, on regarde la configuration du terrain public. Est-ce que c'est possible de mettre un parc de voisinage dans ce coin-là? Si c'est en pente, c'est dans un marais, un exemple, malheureusement, il y a quand même des défis qui sont pas possibles s'il reste cette chose-là. Au niveau du pourcentage développé du plan de lotissement, nous, de notre côté, quand le développement ou le lotissement
est construit à 60% et plus. C'est là qu'on va garder, bon, là, c'est le temps de regarder pour un parc de voisinage dans ce lotissement-là ou dans ce secteur-là. On regarde aussi la proximité d'un autre terrain de jeu existant. Donc, est-ce qu'il existe d'autres terrains de jeu qui desservent la région dans les 800 mètres de ce secteur-là, de ce nouveau parc-là? Aussi, l'étude démographique. Chaque fois qu'on fait un nouveau parc de voisinage, on fait une étude démographique. Ça nous permet de voir qui habite là. Est-ce que c'est des gens plus âgés? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des adolescents, un exemple? Donc, il y a différents facteurs qui vont nous déterminer quoi construire dans ce secteur-là. Et le dernier, et non le moindre, la volonté des citoyens. Est-ce qu'on a reçu des pétitions, un exemple, pour avoir un parc dans ce secteur-là? Est-ce qu'on regarde aussi le système RMS? Est-ce qu'on a eu beaucoup de demandes d'avoir un parc dans ce secteur-là? Fait que ça, c'est les 7 catégories qui résument un peu notre prise de décision ou qui nous aident à donner notre prise de décision au niveau d'un nouveau parc de voisinage. On continue au niveau des parcs communautaires. Parc communautaire, c'est une grandeur approximative de 6 hectares, 14 acres plus ou moins. Ça, c'est les parcs Drive-to Park. On en parlait tantôt, les parcs de voisinage, que c'était vraiment les parcs du quartier. Les parcs communautaires, ça dessert vraiment toute la ville en entier. Les parcs communautaires, ça peuvent inclure les stationnements, les services ainsi que les terrains sportifs. Services, on parle de salles de bain, les choses comme ça. Fait que ça peut inclure tous ces éléments-là dans un parc communautaire. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que les parcs communautaires doivent être reliés par un système de sentiers global. Donc, le parc communautaire ou les sentiers doivent se rendre à tous nos parcs communautaires, qui soient inclus dans notre réseau global de la ville au niveau des sentiers. Les exemples que j'ai mentionnés ici, le parc Lotterie Saint-Anselme et aussi le parc Dover, qui sont des exemples de parcs communautaires. Ici, ça démontre où sont situés nos parcs communautaires. Donc, on a 5 parcs communautaires présentement sur notre territoire. Ça fait que ça vous donne une idée où ils sont rendus. Cette map ici, tout à l'heure, j'ai mentionné au niveau des parcs communautaires qui ont quand même des éléments de terrain de jeu. Si on parle du parc Lotterie Saint-Anselme, le parc Rita McNeil est probablement le parc le plus utilisé dans notre ville. Donc, on l'a mentionné ici, on a mis juste un rayon de 800 mètres pour bien démontrer qu'on est quand même très, très bien desservi. Île verte ou les îlots de verdure. Ça, c'est un espace public un peu plus passif. Les monuments, les sites patrimoniaux, ça, c'est tous des éléments qui sont inclus dans cette catégorie de parc-là. Les exemples qu'on a mentionnés ici, le parc Gilles-Cormier et la Roche des Mélençons. Donc, ça, c'est deux exemples de îles vertes ou îlots de verdure qui sont dans cette catégorie-là. Zones tampons et espaces verts naturalisés. Ça, c'est une catégorie qui va inclure les zones de conservation. On parle du marais, c'est vraiment dans les zones de conservation. On parle des cours d'eau, je viens de mentionner le marais. On parle aussi des étangs de rétention. Les étangs de rétention, c'est vraiment dans ces catégories-là qu'on peut les retrouver, qu'on va les retrouver. Les exemples d'une zone tampon ou espace vert naturalisé, le parc Bonaventure et aussi les étangs de rétention d'Orine aquatique, tout près du centre aquatique. Ça, c'est un exemple d'étangs de rétention qu'on cherche dans le futur. Si on parle des étangs de rétention, nous autres, de notre côté, les étangs de rétention, l'élément ingénierie ne peut pas compter comme un terrain d'utilité publique, comme un élément de parc. Dans le passé, je vais le dire comme ça, le trou au niveau des étangs de rétention était comptabilisé dans le pourcentage que le développeur nous donnait. À quelques reprises, ça fait que des fois, on regardait le 8 à 10 % au niveau du développement. Il y avait presque la moitié qui était l'élément vraiment d'ingénierie au niveau des étangs de rétention. Dorénavant, nous autres, on n'accepte plus l'élément d'ingénierie au niveau des étangs de rétention. Qu'est-ce qui est autour des étangs de rétention
peuvent être comptabilisés comme des terrains d'utilité publique. Je donne un exemple. Est-ce qu'il y a un sentier qui peut être construit autour de cet étang-là? Est-ce qu'il y a un parc? On parle du parc Yvonne. Il y a un parc et un étang de détention. Ça pourrait être comptabilisé dans le pourcentage donné par le développeur. Ça fait que ça, c'est un élément qui est bien important de notre côté, qu'on ne perd pas d'espace, que je dirais que le public puisse utiliser dans cette région-là ou dans un étang de détention. Nous, on est intéressé aux personnes ou aux espaces qui peuvent être utilisés par le public. Au niveau d'un étang de détention, c'est quand même assez limité. Les parcs d'école. Les parcs d'école, on parle des terrains de jeu, puis on parle aussi des terrains sportifs. Il y a quand même beaucoup de partenariats qui existent dans la ville de Dieppe. Je prends l'exemple de l'école Mathieu Martin qui ont un terrain de soccer, terrain soccer football. Ça, c'est un partenariat qui existe au niveau de la municipalité. J'en profite pour vous parler un petit peu du programme tripartite au niveau des développements des cours d'école. C'est un programme qu'on offre depuis plusieurs années. Et puis, nous, de notre côté, la façon que ça marche, c'est les écoles nous font une demande d'un projet d'amélioration au niveau des cours d'école. Ça n'a pas besoin d'être juste des terrains de jeu. Parfois, on a juste eu de la peinture à faire sur l'asphalte, des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est tout quelque chose qu'on peut faire. Il y a une limite de 15 000 $ de notre côté qu'on donne à ce programme-là, mais il faut avoir 2 autres partenaires. Souvent, c'est les comités de parents qui se mettent ensemble, ils mettent l'autre 15 000 $, ou aussi la SDR, la province, le district, qui met l'autre partie du programme tripartite. Donc, c'est jusqu'à un maximum de 15 000 $. Fait que ça fait plusieurs années que ça existe. Il y a plusieurs écoles qui en ont profité. Et on a aussi d'autres demandes qui s'en viennent. On en demande pour l'école Animiro, un exemple, en 2015, et l'école Anna Enfant en 2016. Ça fait ça, c'est à suivre. On va certainement les supporter dans leurs efforts. Au niveau des sentiers, la ville de Dieppe, présentement, a 38 km de sentiers sur son territoire. On a 38 km de développés présentement sur notre territoire au niveau de la ville de Dieppe. Il y a encore 15 km futurs prévus dans le plan maître. Nous autres, on a identifié un autre 15 km qui pourrait être fait dans le futur, plus ou moins. Un élément très important, nous autres, de notre côté, et puis ça sera un des principes qu'on va adopter comme je vous le disais, dans les prochaines semaines, c'est le 12 mètres au niveau de la largeur. Nous, de notre côté, on a des défis présentement quand c'est moins de 12 mètres lorsqu'on construit les sentiers. Je sais que il y a des gens qui pensent que 12 mètres, c'est beaucoup, mais il faut penser qu'entre 2 maisons, 12 mètres, c'est pas tant que ça. Quand c'est un sentier, si tu veux ajouter des arbres, des choses comme ça, nous, de notre côté, on veut faire adopter le principe que 12 mètres au niveau des sentiers pour les terrains d'utilité publique soit le minimum à partir de maintenant vers le futur. On parle de la carte des sentiers présents ou sentiers existants et la possibilité des sentiers futurs qu'on a identifiés d'environ plus ou moins 15 km à identifier dans le plan maître. Ici. L'autre catégorie, ou la dernière catégorie, c'est les autres terrains publics, terrains d'utilité publique. Ça, c'est des terrains qui excusez-moi l'expression, ne fit pas dans nos critères, mais que la ville appartient et qui fait la maintenance aussi de ces terrains verts-là. L'exemple, un terrain d'utilité publique, la caserne de pompiers. Il n'y a pas d'utilité au niveau public, mais on fait quand même la maintenance de ce terrain-là et on l'appartient. Un autre exemple, le coin Pascal-Champlain, on coupe le gazon. Fait que ça, c'est un autre terrain qui ne fit pas vraiment dans nos catégories, mais on a fait sa propre catégorie pour ces exemples-là. Lorsqu'on parle des développements futurs, nous, on a regardé les terrains qui ne sont pas développés, qui sont encore non développés
dans la circonscription, dans la partie, dans le secteur de la ville de Dieppe. On a identifié 3 parcs communautaires, dont 18 hectares. On parlait de 6 hectares parcs communautaires, dont un parc communautaire, certainement, avec la nouvelle école qui pourrait être attachée à cette école-là, un exemple. On a identifié 7 parcs de voisinage. Donc, on parle d'environ 10,5 hectares au niveau du terrain. 15 km de sentiers futurs, ça équivaut à environ 18 hectares. Ça, c'est une autre chose qu'on ajoute. Et autres besoins futurs, ça peut être de conservation, les marais, des choses comme ça. Un autre 10 hectares que nous avons identifiés. Donc, un total de 56,5 hectares, 114 acres au niveau du développement futur. Si on compare ça à ce qui est présentement au niveau du secteur qui est développé, on est dans les mêmes chiffres. Fait que on est vraiment là, il y a un équilibre entre qu'est-ce qui est développé présentement et qu'est-ce qui s'en vient vers le futur au niveau des espaces verts. Quand je parlais des principes adoptés, juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que vous allez voter dessus dans les prochaines semaines, on parle du rayon de 800 mètres pour les parcs de voisinage. On parle des critères de sélection pour les nouveaux parcs de voisinage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut apporter en conseil. Que les étangs de rétention ne seront plus considérés comme un élément de parc, ou le côté ingénierie, disons. Qu'un minimum de 12 mètres pour les terrains d'utilité publique. Et l'autre, non la moindre, c'est que nous, de notre côté, on favorise l'acquisition de terrain au lieu de la remise monétaire, ou le cash and you, comme on appelle. Donc, nous, de notre côté, c'est toujours on priorise le terrain. Lorsque ce n'est pas possible, là, on va vers l'autre option au niveau de la remise monétaire. Ça complète ma présentation. Merci, M. Nadeau. Maintenant, on va passer aux questions du Conseil. Mme Dallaire. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. Merci pour tout le travail qui a été mis dans le dossier pour nous présenter. Ma question était par rapport, je vois au début, on a un énoncé de vision pour les parcs. Je me demandais si que ça ne serait pas avantageux de faire un énoncé de vision pour les sentiers pédestres aussi, avec des critères de sélection aussi, de comment est-ce qu'on... Parce que je sais qu'il y a une évaluation de fait où est-ce qu'on s'en va chaque année, mais ça serait bien de vraiment le mettre sur papier, comme qu'on a fait pour les parcs de voisinage, pour que ça fasse partie, puis ça soit clair pour le public, comment est-ce qu'on s'y prend, puis notre méthode de travail. Puis ma dernière intervention, c'était par rapport aux sentiers cyclables. Est-ce qu'on va avoir un autre rapport avec ces sentiers-là ou ça va être intégré plus tard de ce document ici? Nous, de notre côté, on essaie de séparer les sentiers sur rue puis les sentiers hors rue. Donc, on a un plan de transport actif qui a été développé il y a quelques années. De notre côté, c'est plus du côté ingénierie, je dirais, entre les curbs, au niveau des voies cyclables, au niveau des choses comme ça. Donc, on fait une révision en 2015. En 2015, il y a une révision du plan de transport actif qui sera fait. De notre côté, il est presque terminé. Donc, du côté ingénierie, je crois que c'est ça. L'intention est d'être, dans les prochains mois, de réviser ce plan-là. Et puis, ça pourrait certainement être présenté en conseil lorsque tout est révisé. Là, certainement. Merci. Merci, Mme Dallaire. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. J'avais juste une question. Est-ce qu'on a déjà fait l'évaluation des parcs qu'on a actuellement, les parcs de voisinage que je parle de, puis on va dire leur nécessité selon les démographies qui avaient un temps, qui sont peut-être plus les mêmes, puis on a-t-il déjà regardé à peut-être changer la vocation d'un parc de jeux pour enfants à un parc de plus, tu peux s'asseoir, tu fais des choses pour une différente démographie, on va dire, puis de changer les équipements qui sont là ou de les transférer à un nouvel endroit. C'était quelque chose qui a déjà été regardé pensé à? Oui, ben nous, à chaque fois que... Je vais juste prendre l'exemple du parc Errol. Le parc Errol, la demande des citoyens nous disait,
regardez, il n'y a plus de jeunes dans ce secteur-là. Et puis, avec quelques rencontres avec les citoyens, il a été conclu que, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus de jeunes. Nous, on a fait de notre côté notre devoir au niveau de l'enquête démographique. Et c'est vrai que ça démontrait qu'il n'y a plus de jeunes dans ce secteur-là. Donc, tout ce qu'on a fait, on a tout simplement enlevé les équipements qui étaient un peu, même aussi, quand même assez vieilles à ce niveau-là. Mais là, c'est juste un espace vert avec quelques bancs. Et les citoyens, c'était leur volonté. C'était tout ce qu'ils souhaitaient avoir dans ce coin-là. La lutte de rencontre de la communauté. Ouais. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau parc, bien, c'est certain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a toujours une enquête démographique qui nous permet de mieux cibler les gens qui sont dans ces régions-là, dans ce secteur-là. Parfait. Merci. Pas sûr, je suis 100% d'accord avec cette idée-là. On y reviendra. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Merci, M. Nadeau, pour le rapport. Ça fait voir que les gens sont beaucoup plus servis qu'il y en a qui disent, là, parfois. Deux choses que j'ai remarquées que je pense qui est à l'avenir, c'est les étangs de rétention qui ne sont pas considérés comme des terrains d'utilité publique, parce que vraiment, ça n'y est pas. Ça fait partie de l'ingénierie. Une chose que j'aimerais vraiment de pouvoir voir concrétiser, c'est favoriser l'acquisition de terrain versus les remises monétaires. Je pense que juste récemment, tous les plans de lotissement semblaient voir qu'on disait ben, on a besoin d'un certain montant de propriété pour un sentier, on n'a pas d'utilité pour rien d'autre. Ça va prendre un cash in lieu. Mais la verdure, si tu n'as pas d'endroit pour avoir un parc public ou rien d'autre, tu peux quand même avoir une verdure. Puis moi, c'est une des choses que j'ai retenues de ça, ce serait que cash in lieu devrait être vraiment l'opportunité. Il ne devrait y avoir aucune raison pourquoi. Parce que si tu fais un plan de lotissement, il y a toujours un endroit où est-ce que tu peux avoir de la verdure. La verdure ou de la terre dans la municipalité, une fois qu'on fait un lotissement, on ne peut pas acquérir d'autres terres. Alors, je pense qu'il y a toujours un endroit où on peut se ramasser un petit morceau pour au moins avoir une verdure dans chaque plan de lotissement. C'est une chose que je vous félicite. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Béliveau. Merci, M. le maire. Quand ce que vous avez mentionné, M. Nadeau, les parcs communautaires, avez-vous mentionné qu'il y en avait 5 ou 4? Il y a 5 parcs communautaires. Si on parle de la place 1604, c'était un des parcs communautaires qu'on a comptabilisé au niveau des parcs communautaires. Mais il ne se montre pas sur votre carte. Oui, il se montrait. Là, il est tout petit, là, par exemple. Là, je m'excuse. Ah, vrai? Oui. Parce qu'on peut seulement agrandir tant, là. Hein? On est limité, là. Oui, c'est ça. Mais oui, ça, c'était un qu'on était un peu inquiet. On ne savait pas où le placer, mais je pense qu'il va vraiment dans... Il y a des services. On a un terrain de jeu maintenant, un terrain musical. On a un espace vert public. Donc, nous, c'est comptabilise dans les parcs communautaires. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais... La question suivante est sur la superficie du parc Rotary Saint-Anselme. Pouvez-vous nous indiquer combien d'hectares en tout et partout? 75 hectares. C'est ça? 75 hectares. C'est ça qui est indiqué, 75. La question est la suivante. Allons-nous considérer un grand parc semblable à la superficie d'un parc Rotary Saint-Anselme? Parce que, comme on le sait, Monsieur le maire, notre cher parc, il y a de l'usure, puis il est bien utilisé. On devrait-il examiner la possibilité de vouloir en avoir un autre, semblable en grandeur, même à ça, changer un peu peut-être le type de parc que ça pourrait être, mais de l'avoir d'une dimension assez considérable. Je pense qu'il y a quand même déjà des espaces qui ont été identifiés, mais ça ne sera pas évident de répliquer ce qui a été créé avec le parc Rotary Saint-Anselme à cause évidemment des arbres et tout ça. Mais en termes d'espace, quand on regarde le parc Dover, il y a quand même, en termes d'hectares,
pas aussi grand là, quand même, mais il y a des possibilités de peut-être d'agrandir. Puis la même chose un peu quand on regarde dans la section de Lake Burn, certaines acquisitions de terrain qui ont été faites. On s'en va un petit peu dans la même direction là aussi. Alors ça va vraiment, je crois, puis je pense que ça a été identifié dans les parcs communautaires, je pense, c'était la première catégorie. Oui. Ces espaces-là ont été reconnus sur la carte. On les voyait bien identifiés sur la carte. Je ne suis pas convaincu que c'est 75 hectares, là, mais de plus en plus, quand l'opportunité vient, je pense que c'est une bonne politique pour la municipalité de faire des acquisitions de terrain dans des endroits stratégiques comme ça. Oui. Je suis convaincu que le conseiller Godet va sans doute, puis je l'encourage à en parler tantôt, quand son tour va venir, mais particulièrement en regard avec le parc Rotary Saint-Anselme. Moi, je suis autour de la table du conseil. Le conseiller Godet était chef du département de loisirs. Puis, c'est pas toujours évident pour le conseil, pour les membres du conseil autour de la table, d'avoir, je pense qu'on l'a plus aujourd'hui, là, mais d'avoir cette vision-là des espaces verts. Puis comment on les développe pour notre communauté. Je peux vous assurer, ça ne faisait pas l'unanimité à l'époque. Mais parce que quand tu as 65 ans, des fois, tu ne penses pas à ceux-là qui poussent en arrière. Là. Disons que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à cette discussion-là, mais ça a été des efforts de la part du directeur du service à cette époque de convaincre ceux-là qui étaient plus difficiles à convaincre de façon à avoir une majorité pour que le travail se continue. Monsieur le maire, ce n'est pas l'idée de vouloir répliquer le parc Rotary Saint-Anselme, mais d'en trouver une superficie qui est assez considérable pour faire quelque chose qui nous serait suggéré, recommandé, ou qu'il y a une étude qui pourrait nous dire un parc ou une préserve quelconque pourrait être bien vu si on la placerait là, évidemment, quand ça viendrait le temps d'avoir l'opportunité de faire des acquisitions de terrain. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Godet. Avant d'en arriver à mon intervention finale, oui. Si jamais quelqu'un veut étudier comment on se fait jouer le tour en établissant un parc, le parc Herald est un exemple. Il y avait un terrain public, l'administration a vendu une partie de la terre publique et on s'est ramassé avec moins de la moitié de l'espace qui devait être terrain public à ce moment-là. Et c'était le temps où il y avait beaucoup de jeunes dans la région. Alors, ça a toujours été une difficulté. Puis, la démographie, ben, ça change. Le terrain dans le développement Beau Séjour, c'est devenu un terrain où il y avait une zone où il y avait presque plus d'enfants. Puis là, c'est en train de changer sérieusement parce que les maisons se revendent, puis ça arrive. En termes de nouveaux parcs, c'est certain qu'autour du parc Dover, et puis je pense qu'il y aurait moyen de faire des arrangements, des collaborations avec le Club d'Âge d'Or, le bâtiment qui existe déjà là en termes d'installation. Et pour moi, il faut que ce terrain-là se rende jusqu'à la rivière et au sentier, la connexion avec le sentier. Alors ça, c'est un défi que vous auriez, à mon avis, à travailler dessus. Puis il y a des terrains qui sont encore disponibles, mais pas pour longtemps. Alors, dépêchez-vous. Mon problème principal, d'une certaine façon, là, avec vos données, dans les données nationales et internationales, à combien de distance est-ce qu'on recommande que les parcs de voisinage soient ou imposent aux utilisants pour se rendre au parc? Nous, on a regardé, c'est un principe d'urbanisme. C'est un chiffre, c'est le 800 mètres. C'est vraiment ça qui est dans
niveau de la lecture, disons. Qu'est-ce qui existe ailleurs aussi, ou 10 minutes de marche. C'est environ ça. Souvent, tu vois le 10 minutes de marche ou le 800 mètres de rayon. C'est vraiment ça qui est au niveau des principes d'urbanisme qui nous... Je peux voir 800 mètres, un sentier de 800 mètres de rayon d'une façon, mais j'aimerais voir ces textes-là parce que les données ont changé. Ça avait coutume que c'était moins que ça. Et quand on parle de 800 mètres, pour ceux-là qui sont plus familiers avec le système de milles et de pieds, là, c'est combien de pieds? Près 2600 pieds? Très bien. Oui, je pense que ça peut Combien de pieds qu'il y a dans un mille? 5280. Alors, c'est un demi-mille. Vous demandez à des jeunes de 5, 6, 7 ans d'aller tout seuls à demi-mille? Ben, nous, de notre côté, on n'encourage pas les jeunes de 5 ans d'aller tout seuls. Les temps ont changé. Les temps ont changé. En termes de sécurité aussi. Les milieux ont changé. Là. Non, ben, je trouve que la distance est longue. OK. Et puis, c'est sûr qu'il y a comment je dirais ça, des réalités topographiques qui s'imposent. Pas de problème là. Mais si vous avez dit tantôt que les parcs existants sont assez rapprochés et servent assez bien, c'était pas 800 mètres la règle qui était utilisée à ce moment-là. Alors, je pense qu'à 800 mètres, c'est trop loin. 10 minutes de marche, on peut s'argumenter pour 700 mètres, mais pour 5 minutes, mais il y a, à mon avis, là, carrément, 800 mètres, c'est trop loin. Puis, je pense que vous devriez revoir ça. Puis, je suis vraiment intéressé de voir les données de NRPA puis des autres associations de loisirs, parce que c'est pas les données que moi je connais. Okay. Merci pour votre observation. S'il n'y a pas d'autres questions, ça conclut cet item. Merci pour la présentation, M. Nadeau. Et nous allons maintenant passer à un autre item qui n'était pas sur l'ordre du jour que vous avez reçu, mais étant donné que ici, c'est la réunion de politique publique. Il n'y a pas d'ordre du jour. Alors, on a invité, parce qu'encore une fois, c'est une question de rattrapage sur les réunions qu'on a manquées au cours des tempêtes de neige. On a invité M. Bert Johnson de venir nous parler un petit peu de sa demande. M. Bertrand Johnson, excusez-moi, M. Johnson. Je pense que Bert est approprié, mais Bertrand. M. Johnson, de nous parler un petit peu du défi pour l'apprentissage, le réseau communautaire d'apprentissage pour adultes. C'est ça. Je vous remercie d'abord pour m'avoir donné quelques minutes pour vous parler d'une activité qui est reliée à l'apprentissage, qui va avoir lieu prochainement. En plus d'être une activité qui va être plaisante et le fun, c'est aussi une activité importante parce qu'elle va apporter de l'aide pour un programme que je dirais essentiel et même prioritaire pour notre communauté. Moi, je fais partie d'un comité qui s'appelle l'Apprentissage pour adultes Sud-Est incorporé. Nous, on s'occupe des centres d'apprentissage dans 10 communautés dans le Sud-Est. Dans notre région immédiate, nous avons une classe à Moncton et une classe à Dieppe. Et je suis fier d'être capable de dire que la classe de Dieppe marche à pleine capacité et réussit très, très bien. Quand on arrive à un tel âge, il faut que je prenne des notes, vous savez ça. Là. Donc, dans notre région immédiate, comme j'ai dit, à Dieppe, Moncton, nous avons aussi des centres à Chédiac, Bouctouche, Saint-Antoine, nous en avons 10. Nous embauchons 13 personnes, dont 11 sont des enseignants et des enseignantes. Nous avons aussi
un instructeur en informatique qui a son bureau à la bibliothèque de Dieppe et nous avons une administratrice. L'arrangement que nous avons présentement avec le gouvernement provincial est que le gouvernement paye pour le salaire des enseignants, paye pour toute matière de cours, paye pour l'administration. Nous, comme comité, nous avons la responsabilité de trouver les fonds pour payer les locaux. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2015, c'est très difficile de trouver des locaux adéquats gratis. Il n'y en a plus. Donc, on est rendu que le coût des locaux est une dépense pour nous qui commence à être très exigeante. Cette année, on va avoir des locaux à payer pour 60 000 $. Donc, on est obligé à chaque année de faire une campagne de levée de fonds. Et cette année, notre campagne va consister à organiser une activité qui va avoir lieu au mois d'avril, qui va être bien cuit avec notre honorable ministre, Roger Melançon de Dieppe. Cette activité va avoir lieu au Collège communautaire le 25 avril, qui est un samedi, et les billets vont coûter 100 $. Les personnes que nous avons qui ont accepté d'être les rôtisseurs pour cette activité sont premièrement, il y a Dominique Leblanc, il y a Camille Thériault, qui est directeur des caisses populaires. Nous avons aussi Claude Williams, apparemment qui a des conseils importants à donner à notre ministre, Roger. Et j'ai appris hier soir que notre premier ministre, Brian Gallant, apparemment voudrait participer dans la soirée. En plus, nous avons l'opportunité d'avoir, et je ne pense pas que je me trompe, le maître de cérémonie qui est notre maire Yvon Lapierre. Donc, ça va être une soirée qui va débuter à 5h30 avec l'accueil, suivi d'un bon repas et suivi de la partie bien cuite et tout va finir pour 9h. Donc, c'est ça, je vous l'annonce que je voulais faire ce soir parce que on a déjà de l'aide, on a eu de l'aide et on a de l'aide de certains de vos conseillers qui participent dans notre comité. C'est l'annonce que je voulais faire. Et les billets, il y en a un de vos... Jean-Claude a des billets et Jean-Marc aussi a des billets. Ce sont deux conseillers qui nous aident dans notre projet. Donc, c'est un projet important. Puis, je suis ici à soir pour l'annoncer et demander votre aide pour nous appuyer. C'est une très bonne cause. Merci bien. Je pense que je sais que ça s'est déjà parlé un petit peu autour de la table du conseil, puis autour de certaines tables de café durant la dernière semaine. Puis on est content de savoir que vous allez être les bénéficiaires de cet événement-là. Puis j'ai personnellement bien hâte d'essayer de rester le plus neutre possible comme maître de cérémonie et de ne pas être dans une position de... Peut-être qu'il faudra que je fasse plus comme un arbitre, plutôt avec tous les intervenants que vous avez mentionnés et notre cher ministre multidisciplinaire avec finances... la voirie puis les transports et toute la question d'infrastructure. Alors... Merci, M. Johnson, pour votre patience ce soir. Le Conseil va travailler ardument à aider à supporter votre association par la mise en place d'un programme qui, j'espère, on va remplir la salle au Collège communautaire. On s'attend de vendre 300 billets, minimum. Merci bien. Okay, merci beaucoup. Question, M. Godette, ou commentaire? Merci bien, M. Bertrand.
Je veux reconnaître votre persévérance à la promotion de l'alphabétisation et de l'apprentissage pour les adultes en particulier. Vous avez commencé avant hier? Commencé avant hier? Oui. Quand il était un petit peu plus jeune. Non? Ça fait une vingtaine d'années que je suis impliqué dans l'alphabétisation. C'est ce que je voulais reconnaître, votre persévérance dans la promotion de cet élément de notre communauté qui est en souffrance, l'apprentissage de la lecture et de l'expression. Excusez-moi, qu'est-ce que c'était? Pardon? Qu'est-ce qui allait? Qu'est-ce que j'ai manqué? Rien du tout. Oups. Combien de classes est-ce que vous avez à Dieppe? Une classe. Une seulement? Une seulement, puis elle est pleine. Oui, elle est pleine à capacité. OK. Par année, dans l'année, on a 140 à 190 apprenants dans tous nos classes. Puis la raison que ce chiffre-là varie, c'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir en classe pour 3 mois, d'autres pour 6 mois, d'autres pour une année, d'autres ça peut être pour 2-3 ans. Donc ça varie. Et le but, c'est d'obtenir le GED. C'est ça qu'on travaille vers. Pour rester dans le domaine de l'apprentissage, si vous aviez, par exemple, pour un prix d'amis, l'utilisation du Club d'âge d'or à Dover, est-ce que ça serait un endroit approprié? Ça se pourrait très bien si que le local est adéquat pour ce genre d'activité-là. Si qu'il y a un autobus qui se rend là, parce que les apprenants, en général, prennent l'autobus, ils n'ont pas d'auto, plusieurs d'entre eux, ça pourrait être un endroit, oui, intéressant pour nous oui. C'est une école, ça serait peut-être intéressant. Parce que le club d'âge d'or existe encore, là, comme... Ah oui? Ah, il existe encore. Oui. Ah, ça vaudrait la peine de regarder ça. Est-ce qu'à l'intérieur d'un endroit comme ça, vous avez besoin d'espaces qui sont dédiés, en d'autres mots, qui ne peuvent être utilisés que par cette classe d'apprenants? Oui, l'espace qu'on occupe pour la classe, c'est très difficile qu'elle soit occupée pour d'autres activités. Parce qu'on a des ordinateurs, il y a des pupitres, il y a des tables, des tableaux. Puis on a déjà eu l'expérience d'une classe qui servait pour deux activités, puis ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher au pavillon Rotary? Oui. Ou difficilement marcher? On a essayé la même chose des années passées avec le Club Lyon, puis ça ne marchait pas. C'est que le lendemain matin, l'activité est différente. Ils poussent les tables, ils poussent les chaises, les tableaux, tout. Puis aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est plus délicat. Et le service aux apprenants est à tous les jours? Tous les jours. Les classes commencent le matin à 8h30, ça va jusqu'à 4h l'après-midi. Merci bien, Bertrand, et bonne chance et longue vie pour les après-demain. Merci bien. Il n'y a pas d'autres questions. Merci, M. Johnson, pour votre invitation, puis on va y voir. Oui. Merci beaucoup. Dernier item à l'ordre du jour, priorité et objectifs du comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Monsieur le conseiller Thibodeau, vous pouvez vous avancer au podium. Vous avez 10 minutes. Bonsoir tout le monde. Madame la conseillère et messieurs les conseillers. Ça me fait plaisir de venir vous présenter les priorités et objectifs. Monsieur le maire, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter les priorités et objectifs que le comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a établis. Évidemment, ces priorités, lorsqu'on les a établies, c'est des choses qui sont
vivante, alors on les change régulièrement. Et puis, mais ce soir, je vais vous présenter, et en particulier, nous avons établi 5 axes. Un sur la gouvernance comme employeur, un pour le développement économique, un sur les services et l'autre sur le portrait de la ville. Et parmi ces axes-là, nous avons évidemment plusieurs items, mais ce soir, je vais vous présenter en particulier la priorité numéro 1 à 5, la première priorité pour chacun de ces axes-là. Et puis, pour ce qui est des autres items ou activités qu'on a mis en place sur la planification, ce sont il y a un tableau à la fin de la présentation qui vous montre toutes ces autres activités-là. Alors, comme employeur, la priorité numéro 1 qu'on a établie, c'est de conclure d'ici avril 2015 l'étude d'équité salariale et la présentation des résultats du rapport au public. Alors, c'est comme on a parlé ce soir, lorsque Mme Savoie a fait la présentation. On aimerait qu'il soit présenté au comité et par la suite au conseil dans une réunion publique pour que le public puisse aussi voir quelles sont les priorités qu'on a établies. La priorité numéro 2, en gouvernance, c'est encourager d'ici mai 2016 l'atteinte de la parité femmes-hommes aux instances municipales élues en misant sur le programme de mentorat de l'AFMNB et de la FCM avec objectif d'un minimum de 30 de femmes élues au conseil municipal de Dieppe, soit d'un nombre minimum de 3 aux prochaines élections de 2016. Alors, messieurs, ça se peut que quelques-uns d'entre nous allons perdre notre job si on fait un bon travail. Et la troisième priorité, poursuivre d'ici décembre 2015 l'analyse différenciée selon les sexes afin de connaître les besoins d'utilisation du service de transport en commun pour chacun des genres. Madame Jody Dallaire pourra vous en parler un peu plus. Je pense que c'est elle qui a fait les démarches avec la consultante pour que ce dossier-là puisse avancer. Portrait de la ville. Nous voulons favoriser les partenariats afin de souligner la Journée de la femme et l'égalité des chances. Et ça, c'est un partenariat avec le CAFI, l'activité du 27 mars à Dieppe. Alors, on a fait un partenariat avec eux parce qu'on a discuté de faire une activité par nous-mêmes, puis on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup d'organisation et ce groupe-là de CAFI est venu nous voir pour faire un partenariat avec nous. Alors, on a sauté sur l'occasion pour le faire ensemble. Alors, on sera là pour le 27. Malheureusement, moi, je ne serai pas là parce que, heureusement pour moi, je serai dans les Caraïbes. Et la priorité numéro 5, c'est le développement économique. Établir d'ici mars 2016 un prix de reconnaissance spécifiquement dédié aux femmes en affaires à Dieppe. Et nous voulons le faire en partenariat avec Expansion Dieppe. Je pense qu'il y a déjà des discussions qui ont été entamées par Mme Dallaire lorsqu'elle était présidente. Et puis, on va continuer à poursuivre ce dossier-là pour tenter d'arriver à donner ce prix de reconnaissance. Alors, c'est ça les priorités qu'on a établies. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Question de la part des membres du Conseil.
Dernière chance. Madame Dallaire, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou non? D'accord? Alors, ne voyant pas aucune lumière s'allumer, je vais dire bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre présentation, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le maire. Dans le futur, comme ça a été suggéré, on aura des rapports des différents comités consultatifs au Conseil. Alors, c'est une belle première. Merci. Bonne fin de soirée.